Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble ce qu'on appelle le test de positionnement pour la seconde. Donc, c'est un test que vous allez passer au début de la seconde. Il n'est pas noté, donc le but, c'est juste pour que les professeurs vont situer un peu les élèves, ils vont voir leur niveau, leurs difficultés, etc., pour qu'ensuite, ils peuvent adapter leur enseignement par rapport au niveau de chacun. Donc là, on va répondre à ces 19 questions du test de l'année dernière. Ce que je propose de faire, c'est comme vous voyez la question, essayez d'abord de trouver la bonne réponse par vous-même, puis vous regardez la correction, comme ça vous allez voir si vous avez eu bon ou pas. D'accord, donc on va commencer tout de suite la correction de ces 19 questions. Ok, super. Donc, la première question, on va commencer par la toute première question. Donc on a 10 puissance moins 3. Calculez 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. Là, on a une puissance négative. Donc, l'idée, c'est qu'il faut savoir que quand vous avez une puissance négative, ça devient une fraction inverse. Donc, ça devient 1 sur 10 et la puissance devient positive. Donc, 1 sur 10 puissance 3. 1 sur 10 puissance 3, ça va nous faire 1 sur 1000. Et 1 sur 1000, ça va nous faire 0,001. Donc, quand vous divisez par 1000, il y a 3 zéros. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 chiffres après la virgule. Donc, 2 zéros, puis 1. Donc, la bonne réponse, 0,001. La deuxième question maintenant, toujours avec des puissances, mais là, on a une fraction. Donc, on a 1 demi, le tout puissance 2. Ce qu'il faut savoir ici, toujours là, il s'agit de manipuler les puissances. Quand vous avez une fraction avec une puissance, vous appliquez la puissance au numérateur et au dénominateur. Donc, ça va nous faire 1 puissance 2 sur 2 puissance 2. Ce qui va faire donc 1 sur 4. Parce que 1 puissance 2, ça fait 1. De toute façon, tout ce que vous voulez, 1 à puissance, tout ce que vous voulez, ça fait 1. Même 1 puissance 0, ça fait 1. Donc, la bonne réponse, c'est 1 sur 4. Troisième question maintenant. Troisième question. Il s'agit d'un calcul de fraction. Là, on a une multiplication de fraction. Donc, 2 cinquièmes fois 2 tiers. Ce qu'il faut savoir, quand vous multipliez des fractions, ça va comme ça. Vous faites toujours comme ça, dans ce sens-là. Numérateur fois le numérateur de la première fraction fois le numérateur de la deuxième sur le dénominateur de la première fois le dénominateur de la deuxième. Donc, ça va faire 2 fois 2 sur 5 fois 3. Et ça va nous faire donc 4 sur 15. Quatrième question. Nombre et calcul. Donc là, il nous donne une expression algébrique. Donc on a moins 5 plus 2x. Moins 5 plus 2x. Ils disent quelle est la valeur de cette expression pour x égale 8. Donc là, ils ne demandent pas de donner le résultat final, mais la forme de l'expression lorsqu'on remplace x par 8. Et là, tout simplement, ça sera moins 5 plus 2 fois 8. D'accord, c'est très important. Je vois beaucoup d'élèves, ils ont un peu de mal avec ça. Dites-vous bien que le signe fois, on l'utilise très rarement en maths. Ce qu'il faut retenir, quand il n'y a rien entre deux choses, ça veut dire que c'est fois. Donc là, vous avez 2 puis x. Il n'y a rien entre les deux. Ça veut dire que c'est 2 fois x. Pareil, si vous avez une parenthèse, puis un vide, puis une autre parenthèse. Ça veut dire que c'est cette première parenthèse fois la deuxième parenthèse. Donc, c'est moins 5 plus 2 fois 8. Voilà la bonne réponse. Question 5. Question 5. Quelle est la forme développée de... Donc là, il s'agit d'une simple distributivité. 3, parenthèse 5x plus 1. Là, vous voyez encore une fois, entre le 3 et la parenthèse, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est fois.
Donc, il s'agit de faire la simple distributivité. Donc, 3 fois 5x, ça va faire 15x plus 3. 15x plus 3. Voyez, voilà. Question 6 maintenant. Une simple résolution d'équation. Voici comment 4 élèves expliquent la résolution de l'équation moins 2x égale 1. L'élève 1, il dit pour obtenir la solution, j'ajoute 2. L'élève 2, il dit pour obtenir la solution. En tout cas, là, quand vous avez, donc là pour la 6e question. Pour la 6e question, l'équation c'est moins 2x plus 1. Moins 2x égale 1. D'accord. Résoudre une équation, c'est trouver x, c'est trouver la valeur de x. Exactement x et rien d'autre. Pas moins x ou un demi-x, etc. Vraiment x égale à quelque chose. C'est ça la solution d'une équation. Donc là, j'ai moins 2x, c'est-à-dire, encore une fois, il n'y a rien entre moins 2 et x, c'est-à-dire moins 2 fois x. Donc moi, je veux x à la fin. Donc, je veux m'en débarrasser de ce moins 2. Moins 2, il est multiplié par x. Donc, je dois diviser. Je dois diviser par moins 2. Ne faites pas l'erreur parfois les élèves par inattention ou par un manque de compréhension, ils divisent par 2. Et là, c'est une erreur vraiment, c'est de perdre des points à cause d'une erreur pareille. Je vois les élèves faire ça très très souvent. Ça coûte cher par rapport au point. Donc là, c'est divisé par moins 2. Comme ça, moins 2 et moins 2, ça s'annule. Et faire pareil de l'autre côté. 1 sur moins 2. Et donc, bon, là, il ne demande pas la solution. Bon, nous, si on veut faire la solution, ça sera x égale moins 1 sur 2. Moins au dénominateur, il peut remonter. On peut le mettre au même niveau que la ligne de fraction, bien au numérateur. Donc, la bonne réponse, c'est l'élève 2 qui dit « Je divise les deux membres par moins 2 ». Vraiment, c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser pour la rentrée de seconde. Sinon, on risque d'accumuler beaucoup de lacunes, beaucoup de difficultés. Là encore, question 7. Question 7, c'est un calcul de puissance. Cochez la réponse correcte. 10 puissance 5 fois 10 puissance 3. 10 puissance 5, donc 10 puissance 5 fois 10 puissance 3. Là, toujours c'est par rapport aux propriétés de puissance. Donc là, la base c'est 10, la puissance c'est 5. D'accord? Quand vous avez la même base, les deux calculs, les deux facteurs, si vous voulez, ils ont la même base avec des puissances différentes. Eh bien, on prend la même base qui est 10 et on additionne les puissances. Donc, ça sera 10 puissance 5 plus 3, ce qui nous donne un 10 puissance 8. Et voilà donc la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, donc 10 puissance 8. Question 8, un autre calcul de fraction. Un autre calcul de fraction, mais là, il s'agit de soustraction. 4 sur 5 moins 1 tiers. D'accord. Là, ce n'est pas une multiplication, donc là, il faut mettre les deux fractions en même dénominateur. Dénominateur en commun, donc c'est 15. D'accord. Si je veux détailler le calcul. Dénominateur en commun, c'est des nombres premiers. Donc, dénominateur en commun, ce sera le produit. 5 fois 3, 15. Donc, la première fraction, c'est 4 cinquièmes. Tout simplement, vous multipliez par 3 en haut et en bas. Moins 1 tiers. 3 pour avoir 5, je le multiplie par... pour avoir 15, je le multiplie par 5. Je fais pareil au numérateur. Et ça va me donner, donc là, 12 sur 15, moins 5 sur 15. Et là, une fois les deux fractions ont le même dénominateur, une seule ligne de fraction, 15, après, vous rassemblez les numérateurs, 12 moins 5, et ça va nous faire 7 sur 15. Voilà. La bonne réponse, c'est la première, 7 sur 15.
Question 9 maintenant. Question 9. Question 9, des notions très importantes dans la question 9. Donc, ils disent qu'on considère un nombre x, un nombre relatif x. Nombre relatif, donc, il peut être positif comme il peut être négatif, mais c'est un entier. Les nombres relatifs, ce sont des entiers qui peuvent être négatifs, 0 ou positifs. Mais là, ils nous disent x tel que moins x est strictement positif. D'accord? Moins x est strictement positif, et là, ils nous posent la question par rapport à x. Donc, si moins x est strictement positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est strictement négatif. X strictement négatif, vous le multipliez par moins 1, moins x, comme si moins 1 fois x. Donc, moins 1 fois x qui est strictement négatif, moins fois moins, ça vous donne plus. Donc, ça vous donne un moins x strictement positif. Donc, la bonne réponse, c'est que x est strictement négatif. X est négatif, voilà. Donc, x est négatif. X est négatif. Question 10 maintenant. Question 10. Là, il s'agit de réduire des expressions littérales. Donc, si l'on réduit l'expression 2n carré, 2n carré plus 3n carré plus 4n plus 5. Quelle est la bonne réponse? Là, donc, pour réduire, vous avez des n au carré, vous avez des n sans puissance 1, et vous avez des nombres réels, positifs, négatifs, etc. Quand on réduit, donc, on calcule les termes qui ont la même puissance. D'accord? Donc là, j'ai 2n carré plus 3n carré. Je peux les calculer ensemble. Donc, tout simplement, ça va nous faire 5. 2 plus 3, 5. 5n carré. 5n carré plus 4n plus 5. Je ne peux pas additionner les carrés avec les n. Si je vous donne un exemple, les carrés, généralement, représentent les aires, les surfaces, vous voyez. Quand vous calculez l'aire d'un carré, côté fois côté, déjà, les unités d'aire, c'est toujours au carré, mètre carré, d'accord, centimètre carré, etc. Un n sans puissance, ça peut, par exemple, représenter une longueur, d'accord, une longueur d'un segment, etc. Vous ne pouvez pas additionner l'aire de quelque chose avec une longueur. Voilà, c'est pour ça que les carrés ensemble, les n ensemble, si vous avez des cubes, pareil. Les cubes, généralement, c'est les volumes. On ne peut pas additionner un volume et un aire. Vous voyez, c'est ça l'idée derrière. Question 11 maintenant. Là, il s'agit de calcul de pourcentage. Donc, on a, ils disent, soit un nombre x, quel nombre obtient-on après une augmentation de 3%? D'accord. Un nombre x quelconque. D'accord. Là, il s'agit de calculer des augmentations de pourcentage, etc. Quand quelque chose, donc vous avez x, d'accord. X, il va augmenter de 3%. D'accord. Le résultat final, ça sera quoi? Ça sera x plus 3% de x. D'accord. C'est ça l'idée. Il y a une augmentation. Donc, x déjà, il est là. Et on va rajouter 3% de sa valeur. D'accord. Pour ne pas rentrer dans le... Peut-être que vous n'avez pas ce qui est coefficient multiplicateur, etc. Donc là, x, je peux le faire de cette manière. Vous voyez, je vais faire x plus 3% de x. 3%, c'est-à-dire 3 sur 100. 3 sur 100 de x. Qui fait donc 0,03 x. Donc là, ça sera x plus 0,03 x. Si je factorise tout ça par x, qu'est-ce que j'obtiens? 1 plus 0,03. Et ça va me faire, donc là, ça va faire 1,03, donc fois x, donc 1,03
x. Voilà. Question 12, c'est par rapport à la proportionnalité. Question 12. Donc, on a un tableau de proportionnalité. Voyez. On a un 10 ici, un 5, un 8. Il demande quel nombre doit-on placer dans la case vide pour que ce tableau soit un tableau de proportionnalité. D'accord. Tableau de proportionnalité, là, je l'appelle X. Ce qu'on appelle le quatrième proportionnel. Donc, à chaque fois que vous avez un tableau de proportionnalité, pour calculer le quatrième proportionnel, c'est toujours comme ça. X, vous multipliez ici en diagonale 10 fois 8, et vous divisez toujours par celui qui est en diagonale avec votre quatrième proportionnel. D'accord? Donc, notre X ici, ça sera égal à 10 fois 8 divisé par 5. Et ça va faire donc 80 divisé par 5, ce qui va nous faire 16. Donc la bonne réponse, c'est bien 16. Question 13. Oui, ça, vous l'avez vu dans le programme de 3e. Tout ce qui est agrandissement, réduction, etc. Donc, on a un rectangle. Le grand rectangle de longueur 9 et de largeur 3. Une forme réduite de ce rectangle et de largeur 2. Quelle est sa longueur? D'accord. Donc là, pareil, il y a une, si vous voulez, il y a une façon, il y a une notion de proportionnalité ici. Du coup, on peut même le faire avec la proportionnalité pour la question 13. Là, je fais longueur, largeur. D'accord. La longueur du premier rectangle, c'est de 9. Sa largeur, elle est de 3. D'accord. La largeur du petit rectangle, elle est de 2. Je veux calculer sa longueur. Je l'appelle X. X, ça va faire quoi? Ça va faire du coup comme ce qu'on a fait pour la question précédente. Donc, ça va nous faire donc X égale 2 fois 9 divisé par 3, et ça va nous faire donc 18 divisé par 3, et ça va nous faire 6. D'accord. Question 14. Question 14. Là, il s'agit, ça c'est dans le programme de statistiques. Donc là, il demande une série de nombres, 20, 0, 9, etc. La moyenne de cette série est 10. Cochez la justification correcte. Bon, donc quand on a une série de valeurs, comment on calcule une moyenne? C'est d'additionner les valeurs de toute cette série et diviser par le nombre d'éléments de cette série. Donc, ce sera la quatrième réponse. Donc, la quatrième réponse, c'est-à-dire on additionne tout, 20 plus 0, plus 9, plus 10, plus 17, plus 14, plus 0. Tout ça divisé, on a combien d'éléments? On a 7 éléments, effectivement. Sur 7, si on calcule tout ça, on trouve une moyenne de 10. Voilà. Question 15. Pareil, un peu de la statistique. Quelle proportion des communications effectuées par les communications audio représente-t-elle? Communication audio, on voit dans le cercle que ça correspond à la partie jaune. À la partie jaune où il y a un angle droit. Angle droit, ça veut dire 90 degrés. Le cercle entier, ça représente combien? 360 degrés. Donc, c'est-à-dire on va faire 90, là donc pour la question numéro 15. On va faire donc 90 divisé par 360. D'accord. Et si on veut simplifier, ça va nous faire 1 sur...
9 sur 36. 9 sur 36, si on simplifie encore, ça va nous faire 1 sur 4. 1 sur 4, c'est exactement 25%. Parce que 1 sur 4, c'est 0,25. Fois 100, ça fait 25%. Donc, ça représente 25% du total des communications. Question 16, un peu de géométrie. Donc, on a cette figure. Ils disent l'hypoténuse du triangle BAC. L'hypoténuse du triangle BAC. Donc, il y a deux triangles. Il y a le triangle le plus grand ATP et le petit ABC. On voit que le triangle ABC ou bien BAC, il est rectangle en B. Ce qu'il faut savoir, ça vous connaissez normalement dans le programme de la troisième, l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc, c'est le segment AC. Donc, la réponse, c'est le segment, c'est le segment AC. Question 17. Lecture graphique de fonction. Donc, on a un graphique, on a le coût journalier de location en fonction de la distance parcourue. D'accord, c'est une fonction affine. Si le coût journalier de la location est de 70, quelle est la distance parcourue? Donc, là, tout simplement par lecture graphique, on va aller se positionner au niveau de 70, mais sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées, par rapport au coût journalier, on va chercher 70. On va se diriger vers la droite, rouge. Une fois on arrive à la droite, rouge, on descend de manière verticale. D'accord? On se projette sur l'axe des abscisses qui représentent les distances. Et donc là, si on lit bien, ça va nous donner 80. Voilà. Donc la réponse pour la question 17, c'est 80 km. La dernière question, il reste encore deux. Donc la 18e, oui. Espace et géométrie. Donc là, pour montrer que le triangle EFG, le petit triangle, là, vous voyez à droite, pour montrer qu'il est rectangle en G, il faut utiliser, on a les 4 propositions. Donc là, ce qu'il faut savoir, pour différencier le théorème de Pythagore, l'utilisation du théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc, le théorème de Pythagore, on l'utilise si on sait que le triangle est rectangle et on veut calculer un côté, l'hypoténuse ou autre. On utilise le théorème de Pythagore. Mais si on ne sait pas que ce triangle est rectangle et on veut démontrer qu'il est rectangle, là, on utilise la réciproque. Donc là, tout simplement, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc la réponse pour la 18e, ça sera la première qui est réciproque de Pythagore. La dernière question, ça c'est très important, surtout pour la suite au lycée, surtout quand vous allez faire de la géométrie dans l'espace en terminale beaucoup plus, mais c'est très important d'avoir ces bases dès maintenant, dès la seconde. Donc on a une figure, un parallélépède rectangle dans l'espace rapporté à un repère. Donc là, il nous donne pas le repère. D'accord. Mais on va le savoir par rapport aux coordonnées des deux points B et D qu'ils nous donnent. Donc, ils disent que les coordonnées du point B sont 0, 5, 3. Donc là, on est dans l'espace. Si vous voulez, on a une longueur, une largeur et une hauteur. Donc, on a 3 coordonnées. Pour les points là, il va y avoir 3 coordonnées. C'est pas comme les coordonnées sur un plan où vous avez juste 2 axes, X et Y, abscisse et ordonnées. Donc, le point B, on voit qu'on a 0, puis 5, puis 3. 5, déjà, on le voit que c'est par rapport à l'axe OY. Vous voyez, c'est 5. B, il est vraiment au bout. Donc, il a 5. Et il a 3 par rapport à l'axe de la hauteur, par rapport à l'axe Z. Voilà. Donc, il a 0 par rapport à l'axe X. Donc, déjà là, on en déduit que l'origine de ce repère, c'est le point O. D'accord. Le point D,
pareil, donc il a coordonnées par rapport au X, c'est 2. Ça, c'est le point D, effectivement. 5 par rapport à l'axe OY et 0 par rapport à l'axe OZ. Vous voyez, il n'a pas d'auteur. Il est vraiment au même niveau que l'origine par rapport à la hauteur. Donc, on va faire de la même manière pour le point C. Pour le point C, du coup, par rapport à l'axe OX, par rapport à l'axe OX, on voit que c'est 2. L'axe OX, c'est 2. Par rapport à l'axe OY, c'est 5. Et par rapport à l'axe OZ, là on parle du point C, oui, ça sera 3. Donc la réponse c'est 2, 5, 3 et c'est la dernière option. On a donc répondu à ces 19 questions. Je vais faire d'autres vidéos justement pour aborder avec plus de profondeur les différentes notions qui ont été abordées dans ce test. N'hésitez pas à liker, à commenter et dire combien de questions vous avez réussi à résoudre. Et on se voit dans d'autres prochaines vidéos. Merci.